Avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire que le Festival des idées chaleur humaine, c'est le 14 décembre à Paris, le samedi 14 décembre après-midi au Théâtre de la Ville, et vous pouvez vous inscrire dans la description du podcast. Vous pouvez trouver toutes les infos sur le site du Monde, rubrique Atelier. Merci et bon épisode. Bonjour, bienvenue dans Chaleur humaine, je suis Nabil Wakim. Moi, j'ai toujours aimé les films de Tim Burton. Il y en a un qui est sorti quand j'avais 15 ans et que j'adorais, Mars Attacks. Dans ce film un peu dingo, les Martiens débarquent sur Terre et clairement, leurs intentions sont pas super sympas. Pourtant, il y a une chose qui m'avait frappé. Tout le monde continue à vivre comme si de rien n'était. Du marchand de donuts au créateur de casino au président des États-Unis, qui est joué par Jack Nicholson. Lui, il essaye même de convaincre les Martiens de faire la paix alors qu'ils ont déjà commencé à ravager la planète et à tuer tout le monde. Évidemment, il finit, comme d'ailleurs l'ensemble des élus américains, carbonisé par la brutalité martienne. Et moi, je dois dire que cette naïveté opportuniste, ça m'a toujours fait beaucoup rire. Mais je ne sais pas si Tim Burton savait déjà à l'époque que ça ressemblait quand même un peu à notre rapport à la crise climatique. Dans les messages que je reçois à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr, il y a une réflexion qui revient souvent. Si on comprend bien ce que disent les scientifiques du GIEC, tout le monde devrait déjà avoir cessé de manger de la viande, mis sa voiture au rebut, manifesté pour des politiques climatiques, boycotté les entreprises des énergies fossiles. Mais peut-être que vous avez remarqué que c'est pas exactement ce qui se produit. Autrement dit, puisque le climat est un problème existentiel pour l'humanité, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas plus ? En France, la grande majorité de la population a bien compris que le changement climatique, c'est une menace bien réelle. Et d'ailleurs, presque tout le monde se dit prêt à agir pour le climat. Mais alors pourquoi on ne le fait pas ? Est-ce que c'est la faute à notre cerveau, à la publicité, aux responsables politiques, à ma passion pour le chocolat ? Est-ce que le climat, c'est une cause qui nous pousse moins à l'action que d'autres ? Est-ce qu'il faut, pour mobiliser, faire peur, faire pleurer, informer ou plus donner envie ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur humaine. Mélusine Boonfaller est chercheuse en sciences cognitives et enseigne à Sciences Po Paris. Elle travaille en particulier sur les freins psychologiques, individuels et collectifs, à la transition écologique. Bonjour Mélusine Boonfaller. Bonjour Nabil, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors si on commence par le début, il faut quand même admettre qu'on est dans une situation bizarre. Si on croit, et on a toutes les raisons de le faire, ce que disent tous les scientifiques, le consensus mondial sur le changement climatique, notre planète risque de devenir invivable. Alors pourquoi on n'est pas tous en train d'agir ? Effectivement, c'est un peu la question urgente aujourd'hui de pourquoi est-ce qu'on n'agit pas. Je pense que d'abord, il faut rappeler qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation où on a les moyens techniques, on a les ressources financières pour faire face au changement climatique. On sait plus ou moins, en tout cas dans les grandes lignes, ce qu'il faudrait faire pour régler cette situation. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la volonté politique, c'est ce petit déclic, le facteur humain qu'on peut appeler parfois, du passage à l'action. Et donc on peut s'intéresser, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous en train d'agir collectivement ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis notre voiture à la casse et changé nos modes de vie ? Bien sûr, tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a des barrières structurelles. Pas tout le monde n'a la possibilité d'agir. Ce serait naïf de penser que c'est simplement une question de bonne volonté sur certaines choses. Évidemment, tout un nombre d'individus ne peuvent pas changer de travail, même s'ils ne sont pas alignés avec les valeurs de leur travail, tout simplement parce qu'ils ont besoin des ressources, qu'ils n'ont pas forcément d'alternatives possibles. On parle très souvent de ça pour la voiture. On se dit, voilà, c'est facile lorsqu'on vit dans un centre urbain de dire « je prends mon vélo », mais c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Donc il y a bien sûr des barrières qui sont structurelles, qui n'ont rien à voir avec la psychologie des individus. Mais une fois qu'on a fait ce constat, eh bien, on peut aussi dire qu'il y a tout un ensemble de raisons qui peuvent s'expliquer ou qui peuvent se comprendre via l'étude du comportement pour se dire, voilà, comment est-ce que, alors qu'on a une conscience généralisée, vous l'avez rappelé, aujourd'hui, c'est la vaste majorité des Français qui sont conscients de l'urgence climatique et qui disent vouloir agir, qui disent que les gouvernements n'en font pas assez. Comment est-ce qu'on a cette situation d'un côté et qu'on n'a pas la volonté d'agir de l'autre ? Mais alors concrètement, dans votre travail de recherche, est-ce qu'il y a des freins à l'action qui vous ont particulièrement marqué, des exemples dont vous vous souvenez bien ? Oui, alors moi, je prends toujours ce problème en plusieurs étapes. Quand on imagine quelqu'un qui doit passer à l'action, pour moi, la première étape, c'est souvent d'informer cette personne du problème. Et donc là, il y a tout un ensemble de freins cognitifs à la compréhension du problème.
Par exemple, on a tendance à être plus marqué par des événements extrêmes, comme une attaque terroriste ou un événement climatique extrême, et moins faire attention aux petits changements du quotidien. Et donc le problème avec le changement climatique, c'est que énormément des changements de notre environnement auxquels on fait face sont assez graduels, ne sont pas forcément spectaculaires. En dehors des inondations ou de quelques vagues de chaleur, en fait, c'est petit à petit, c'est assez invisible, et donc on ne va pas forcément prendre en compte, on ne va pas forcément réaliser cette information. Et donc, ça peut être un problème pour prendre conscience de l'ampleur de la crise climatique parce que on est plus sensible aux événements extrêmes et pas assez sensible aux changements graduels. Donc ça, c'est sur la partie information du problème. Il y a aussi information des solutions. Pour passer à l'action, il faut évidemment comprendre les solutions et ça, on peut avoir pas mal de difficultés à comprendre les échelles de grandeur. Il y a un certain nombre d'études qui se sont intéressées de voir est-ce que les gens ont conscience que, de l'ordre de grandeur de différents gestes comme le tri, le recyclage, les changements de consommation alimentaire, les changements de consommation vestimentaire, l'avion, etc. et montrent qu'en fait, on a une assez mauvaise représentation des échelles de grandeur. Et quand ça ne nous concerne pas très directement, quand c'est pas une échelle de grandeur comme, je sais pas, le taux d'épargne qu'on peut recevoir, le taux de retour sur notre compte épargne ou ce genre de choses, on peut être assez insensible aux échelles de grandeur. Et donc, ne pas prioriser les gestes les plus efficaces. Sur la partie du passage à l'action, il y a aussi un certain nombre de mécanismes cognitifs qui peuvent être des freins. Un qui m'a particulièrement intéressée pendant ma thèse, c'était l'arbitrage qu'on fait entre les récompenses immédiates et les récompenses dans le futur. Donc on a tendance à être plus à préférer les récompenses immédiates et donc évidemment pour le climat il y a énormément de choses qui impliquent une récompense plutôt dans le futur ou un coût immédiat pour une récompense sur le long terme. Et donc ça peut être un frein à l'action parce qu'on a plutôt envie d'avoir une récompense immédiate et donc on ne va pas investir dans la rénovation de sa chaudière, dans la réparation de certains objets parce que ça coûte de l'argent aujourd'hui pour un bénéfice sur le long terme. Et puis, je dirais un des derniers volets de l'action climatique qui est très importante, c'est toute la partie sociale du comportement. Évidemment, pour la crise climatique, on n'agit pas tout seul. Et donc, une des choses qui nous motive à passer à l'action, ou qui influencent plutôt nos comportements, ce sont les normes sociales. Donc, par exemple, si j'entre dans une pièce de manière très anecdotique, si tout le monde chuchote, je vais avoir tendance, même inconsciemment, à baisser le ton de ma voix parce qu'on adapte tout le temps notre comportement à ce que font les autres autour de nous. Et au contraire, si j'arrive dans une pièce où tout le monde est très bruyant, je vais aussi augmenter le son de ma voix, je vais faire plus de bruit sans me sentir gênée. Et donc pour le climat, c'est la même chose, on a tendance à adapter notre comportement à ce qui se fait autour de nous. Mais évidemment, quand tout le monde pollue, ça peut être un problème, parce que la norme sociale qui prévaut est celle de polluer. Et donc, si tout le monde prend l'avion pour partir en week-end, on aura soi-même plus tendance à prendre l'avion aussi. Et un autre problème, c'est que parfois, les normes, elles peuvent être invisibles. Si des personnes sont très engagées, mais dans leur vie privée, ça peut être difficile d'évaluer combien de gens ont pris cet engagement. Donc, on pourrait avoir, et parfois c'est même le cas, beaucoup de personnes qui ont réduit leur consommation, je sais pas, qui ont fait baisser le thermostat chez eux ou qui ont rénové leur chaudière. Mais à moins que ce soit écrit sur leur front, il n'y a pas moyen de le savoir. Et donc, les normes sociales positives peuvent avoir du mal à se propager parce qu'elles sont invisibles. Et donc, dans ce genre de cas, on peut essayer de rendre ces normes vertueuses plus visibles pour encourager d'autres personnes à passer à l'action. Et de la même manière que le comportement des autres est invisible, notre propre comportement à nous est invisible pour les autres. Et donc, on n'a pas cette motivation de notre réputation n'est pas toujours en jeu. Et on le sait bien dans les sciences comportementales que plus notre réputation est en jeu, plus on est observé, plus on aura tendance à adopter un comportement vertueux. Et c'est normal, même sans avoir une vision manichéenne de l'humanité. Eh bien, quand notre réputation est en jeu, ben oui, on va être plus sympa, on va faire plus attention, on va plus se soucier de ce que les autres pensent de nous. Et donc, il y a un certain nombre d'études qui montrent que lorsque le comportement écologique est observable, eh bien, les gens ont tendance à plus adopter un comportement bon pour l'environnement. Et donc, évidemment, plus on rendra nos actions visibles, plus on motivera les gens à passer à l'action. Et c'est dans ce but-là qu'ont été développés un certain nombre de
de labels ou de choses comme ça qui permettent de dire, voilà, cette entreprise est écologique ou non, ou cet individu s'est engagé, et qui permet de nous donner ce petit extra de motivation de la réputation en se disant, non seulement je vais faire un geste bon pour la planète, mais en plus, je vais avoir ce sentiment qu'en anglais on appelle warm glow, ce sentiment de chaleur qui nous entoure quand on a fait une bonne action et que d'autres gens nous ont vus. Je pense que c'est la phrase de Oscar Wilde qui dit quelque chose comme il n'y a rien de mieux que de faire une bonne action en privé et que quelqu'un d'autre s'en soit rendu compte. Et effectivement, on est tous heureux d'avoir, je ne sais pas si vous avez rendu service dans l'ombre et qu'en fait quelqu'un a découvert que vous avez fait cette bonne action, c'est sûr que ça nous rend très heureux. Eh bien, c'est exactement ça ce qui peut être en jeu avec l'environnement. On va y revenir sur ce qu'on peut faire, mais juste avant ça, est-ce qu'on sait si ces freins psychologiques à l'action, ils fonctionnent de la même manière dans les différentes catégories de la population, suivant, je sais pas, les niveaux de revenus, les âges, les endroits où on habite? Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Alors, il y a des variations sur ce genre de choses. Par exemple, une des variations importantes et qui est très intuitive, c'est donc le rapport au futur. Plus on vit dans une situation de précarité, plus on va vivre au jour le jour. Ce qui est normal parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir planifier sur le long terme. Et donc, plus faire des investissements sur le long terme va être compliqué. Tout d'abord, financièrement, on n'a pas forcément les moyens, mais aussi notre rapport au futur est différent parce que le futur est encore plus incertain. Alors, motiver pour le futur, faire des investissements sur le long terme, pour des personnes qui sont en grande situation de précarité, ça va être plus compliqué. Après, cela dit, c'est pas forcément les personnes qui sont dans des situations de précarité qui ont le plus gros impact écologique ou le plus de moyens de faire changer le système. Donc, oui, parce que d'une certaine manière, si on suit ce raisonnement, si on sait que en moyenne, les personnes qui émettent le plus de gaz à effet de serre sont les personnes les plus fortunées, qui consomment le plus, qui voyagent le plus. En fait, ces personnes-là, elles ont la possibilité d'agir. Et donc, est-ce qu'il y a, pour la catégorie de la population qui a le plus les choses en main pour agir, des freins spécifiques qui empêchent l'action? Je dirais que globalement, la psychologie humaine est assez universelle. Il y a des différences en moyenne, etc. Il y a des différences qui sont liées à l'âge, au genre et à la classe sociale. Mais globalement, les mécanismes sont les mêmes. Par exemple, un mécanisme dont on peut parler, c'est la recherche de statut social, qui va être, qui va se manifester parfois par une certaine consommation ostentatoire, que ce soit des voitures de luxe, des montres chères, certains voyages, un certain mode de vie. Et qui, évidemment, plus on a des moyens, plus cette consommation ostentatoire va être importante et plus elle va être polluante. Et donc, c'est quelque chose qui est peut-être très visible dans les classes plus aisées. Mais par contre, cette recherche de statut social, elle est universelle. Peu importe où on se trouve sur l'échelle sociale, eh bien, on a tous cette volonté de se distinguer, entre guillemets, socialement. Parce que quand on regarde les solutions proposées face à la crise climatique, on voit qu'on a quand même beaucoup de solutions techniques et souvent on a plutôt des raisonnements d'ingénieurs qui disent le sujet c'est des tonnes de carbone, il faut émettre moins de carbone. Finalement, qu'est-ce que la psychologie a à voir avec tout ça? Effectivement, on peut se demander est-ce que c'est vraiment les individus qui peuvent changer quelque chose? Est-ce que la psychologie est pertinente? En fait, dans peu importe son prisme de l'écologie, peu importe si on pense que la solution c'est les voitures électriques ou la solution c'est la taxe carbone, etc. En fait, il y a de la psychologie partout. Parce que si vous voulez faire passer une taxe carbone, eh bien, comme on l'a vu en France avec la taxe carburant, il faut prendre en compte les préférences des individus. Sinon, s'il y a une opposition de la population, eh bien, ça peut pas marcher. De même, si on pense que la solution c'est de la technologie, c'est de la croissance, etc. Eh bien, même ça, en fait, il y a aussi de la psychologie dedans. Est-ce que les gens vont adopter ou pas, vont acheter ou pas une voiture électrique? Eh bien, ça, c'est des décisions qui dépendent en partie de préférences psychologiques. Et même si on a une vision très, très politisée ou militante de l'action climatique, eh bien, comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes deviennent activistes climat ou quels sont les leviers que ces personnes ont pour convaincre un comité d'entreprise, convaincre des politiques de changer de direction, eh bien, tout ça, il y a de la psychologie. Enfin, dès qu'il y a des humains, il y a de la psychologie, globalement. Mais est-ce que cette approche par la psychologie, par les sciences cognitives, elle ne risque pas de mettre la responsabilité de l'inaction climatique sur les individus et leur comportement, alors qu'on sait que les efforts à fournir, et on en a souvent parlé dans ce podcast, pour beaucoup, ce sont des efforts collectifs?
Effectivement, je pense qu'il y a un vrai problème de comment est-ce qu'on cadre le problème climatique. Est-ce que c'est une responsabilité individuelle ou collective? Et d'ailleurs, historiquement, les pollueurs ont voulu cadrer ça de responsabilité individuelle. Qui a développé l'empreinte carbone individuelle? C'est British Petroleum, enfin maintenant Beyond Petroleum, mais voilà. En 2005, ils ont créé le premier calculateur d'empreinte carbone. Si on regarde à une autre question écologique qui est la pollution plastique, eh bien, qui ont été les plus grands défenseurs du recyclage? C'est Coca-Cola et Pepsi qui finançaient des grandes campagnes contre la pollution plastique pour le recyclage dans les années 70 pour déplacer le problème du producteur au consommateur. Et donc, effectivement, la manière dont on cadre un problème peut avoir des conséquences sur les solutions qu'on envisage. Est-ce que c'est la responsabilité individuelle de la personne de arrêter de prendre l'avion, ne plus manger de viande, ne plus travailler pour une entreprise polluante, etc., dans un système qui le pousse à faire ça? Donc ça, évidemment, c'est un problème, mais ce qui ne veut pas dire que la psychologie n'est pas pertinente. En fait, il faut distinguer entre est-ce que la bonne échelle d'action, c'est l'individu en tant que consommateur, ou est-ce que c'est le collectif, il faut faire changer la structure? Ça, c'est une question. Et puis la deuxième question, de se dire, même quand on veut changer la structure, même quand on veut faire évoluer les politiques publiques, on veut donner un changement, est-ce que la psychologie reste pertinente? Et donc ça, c'est votre question de est-ce que les politiques publiques doivent prendre en compte la psychologie? Et ma réponse est oui, parce qu'on l'a vu, ce qui peut se passer quand elle ne prend pas en compte la psychologie. Alors bien sûr, il y a l'exemple des Gilets jaunes qui est très marquant, très parlant en France, mais il y a plein d'autres exemples dans d'autres domaines. Par exemple, le vaccin. Si c'est une politique publique qui est très efficace pour limiter certaines maladies, si personne veut se faire vacciner, eh bien ça ne marche pas. Et donc il faut prendre en compte comment augmenter l'acceptabilité d'un vaccin. Sinon, même la meilleure technologie, il n'y a pas mieux que le vaccin pour limiter une maladie, c'est du génie. Mais si les gens sont pas d'accord, eh bien à moins d'être dans une dictature, eh bien ça ne marche pas. Et c'est là où la psychologie est pertinente, même dans un changement structurel. Mais est-ce que ça peut parfois être, alors peut-être de manière mal comprise, mais perçu comme une tentative de manipuler les gens? C'est-à-dire plutôt que de leur dire « Ah, vous avez votre libre arbitre, regardez, on vous propose une politique publique pour le climat, une politique publique qui ne prend pas en compte le climat, et puis vous choisissez, vous décidez comme dans un cadre démocratique. » L'idée de dire « on va s'adapter à la psychologie des gens », est-ce que c'est pas aussi un peu dépolitiser la question et puis essayer un peu par des méthodes qui peuvent être considérées comme publicitaires ou marketing, dire aux gens ce qu'il faut penser? Ça peut être parfois perçu de cette manière-là, non? Alors, je comprends, et c'est une question hyper importante quand on fait des sciences comportementales, de l'éthique des sciences comportementales, et donc là, en tant que chercheur, mais en tant que praticien aussi de ce genre, qui utilise ce genre de technique, on a tout un cahier des charges de comment est-ce qu'on fait ça de manière éthique. Et donc, effectivement, c'est une question de transparence, des objectifs, des méthodes utilisées, etc. Mais je pourrais faire un parallèle. Imaginons, vous voulez faire une notice pour un médicament, et vous pouvez l'écrire de manière extrêmement obscure, compliquée à comprendre, pas facile, ou vous pouvez l'écrire de manière très claire, simplifiée, qui va aider la personne à prendre ce médicament. On pourrait dire, c'est de la manipulation de faire ça, de convaincre la personne de prendre le médicament, peut-être qu'elle voulait pas vraiment, etc. Au final, la personne, on a quand même du libre arbitre, et on est simplement en train de créer un environnement où on rend plus facile les décisions des gens, parce qu'au moins ils ont de manière claire tous les éléments pour décider. Et donc personne n'est en faveur de notices de médicaments très complexes, pas claires, etc. On se dit tous, c'est mieux en fait de comprendre. Et bien c'est un peu la même chose pour le climat. Il faut faire des politiques, il faut faire des actions, que ce soit, on parle beaucoup du politique, mais il y a plein d'échelles du politique, et il y a d'autres cercles où on peut avoir de l'influence. Il faut faciliter ça. De la même manière qu'on facilite plein de choses. Il faut essayer de rendre ça plus fluide. Enfin, quand même, pour réduire la sécurité routière, on a obligé tout le monde à rouler moins vite et à mettre sa ceinture, et ça, c'est aussi des contraintes. Est-ce qu'il ne faut pas aussi accepter que face à la crise climatique, en fait, on va avoir besoin de plus de contraintes, même si les gens, ça leur plaît pas toujours? Oui, pour moi, c'est compatible, et c'est même un résultat. Pour moi, ça paraît assez évident quand on étudie la psychologie humaine que par exemple, pour limiter certains comportements qui sont bénéfiques individuellement, comme rouler vite ou consommer, prendre l'avion, etc., la seule manière qui fonctionne, c'est la contrainte, et la contrainte qui s'applique à tout le monde en même temps. Parce que sinon, si on est le seul à se contraindre, c'est très, très, très compliqué. Et donc ça, de nouveau, quand on est psychologue, c'est assez clair que la réponse pour un certain nombre de ces problèmes, c'est la contrainte collective, et que s'appuyer sur la bonne volonté des gens
Pour faire une transition écologique, ça va certainement pas suffire, parce qu'il faut que tout le monde bouge en même temps. Et il y a une certaine, en tout cas dans un premier temps, ça a un coût fort de changer son mode de vie, et que donc pour permettre cette transition, il faut de la coordination et de la contrainte. Oui, mais quand on regarde la mise en œuvre de politiques climatiques, on voit aussi que, au début, les gens ils sont pas forcément d'accord, mais ensuite, avec le temps, il y a un certain nombre de choses qui se passent assez bien. On peut prendre l'exemple, par exemple, dans les grandes villes, de la réduction de la place de la voiture. Aujourd'hui, il n'y a pas un Lyonnais, un Bordelais, ou même pas beaucoup de Parisiens qui diraient oui, c'est super, les bords de fleuves, on remet des grands parkings et des voitures qui vont à toute vitesse plutôt que des pistes cyclables et des cafés et des jeux pour enfants. Sauf qu'au moment où c'est fait, les gens ils sont pas d'accord, ils râlent, les commerçants sont pas d'accord, les gens menacent, ils disent ça va être un scandale et tout ça. Et puis au bout de 5-6 ans, en fait on voit que dans la plupart des grandes villes, c'est des politiques qui réussissent. Mais du coup là aussi on revient à cette question du pas de temps entre le moment où on peut mettre en place des actions qui nous concernent toutes et tous, et puis le moment où ça convient aux gens. Et là c'est quoi les ressorts psychologiques de ça? Parce que ça veut dire aussi qu'on est un peu comme des enfants qui veulent absolument avoir le bénéfice immédiat de ce qui est mené sans avoir les inconvénients. Je dirais pour ça qu'effectivement c'est toute la question de l'équilibre entre la contrainte et l'acceptabilité. Et s'il n'y a pas assez d'acceptabilité, ça échoue, en tout cas dans les démocraties. Et si on n'utilise jamais la contrainte, potentiellement on n'avance jamais. Parce que pas tout le monde a envie de changer, ça peut être compliqué. Et donc c'est un équilibre entre les deux. Et effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que quelque chose qui rencontre beaucoup de résistance au début, en fait, une fois que ça s'installe, une fois que cette période de transition où les coûts changent est passée, peut être complètement accepté. Et pour faire ce cheminement, il va y avoir un certain niveau d'opposition, mais il faut trouver des gens qui soutiennent quand même, il faut trouver un certain engagement, parce que sinon ça ne marche pas du tout. Et puis petit à petit, peut-être qu'on arrivera à une situation où les Parisiens seront les plus fiers du monde d'avoir une ville faite pour le vélo. On n'y est pas encore tout à fait, mais peut-être que ça va arriver un jour. Et donc ça, effectivement, c'est comprendre la dynamique des changements d'opinion et des changements de groupe. Et c'est là où la psychologie sociale, entre autres, est très importante, de voir comment est-ce qu'une norme peut changer. Et pour énormément de comportements, ce qui dépend, c'est pas seulement notre conviction, ce que nous, on veut faire, mais ce que les autres font. Si tout d'un coup, ça devient normal de ne pas prendre l'avion, s'il n'y a pas d'élément de comparaison, on se dit, s'il y a des gens qui prennent l'avion, etc., et en fait, si personne ne le prend, tout d'un coup, c'est beaucoup moins coûteux de ne pas le prendre. Oui, mais à l'inverse, aujourd'hui, on se dit, je pense beaucoup de gens se disent, mais en fait, ça ne change rien que moi je prenne l'avion, puisque l'avion volera quand même. Et donc, il y a quand même ce mécanisme-là, qui est peut-être aussi un mécanisme psychologique, qui fait qu'on se dit, en fait, mes efforts, après tout, n'ont absolument aucun impact, puisque si je décide de monter ou pas dans cet avion, il va quand même voler, il va émettre autant de carbone. Effectivement, et ça, c'est une des grandes questions pour l'engagement écologique, peu importe la forme qu'il prend aujourd'hui, de se dire, ça peut être très démotivant, parce qu'on ne voit pas l'impact de ces actions. Quand on ne prend pas l'avion, il n'y a pas son microclimat qui s'améliore ce jour-là. On est très limité dans notre sentiment d'efficacité, d'agentivité sur le système. Et donc ça peut être très démotivant pour des personnes, et c'est pour ça que certaines personnes peuvent même avoir des burn-out écologiques, où elles peuvent avoir l'impression qu'elles sont contraintes de toutes les manières du monde, et puis qu'en fait, ça ne change rien. Et donc l'important ici, c'est d'arriver à quand même montrer déjà de cibler les actions qui sont plus efficaces, où on sait qu'elles vont peut-être avoir plus de conséquences, et d'arriver à montrer l'efficacité de ces actions. Alors justement, si on considère qu'on n'est pas condamné à l'inaction climatique, que c'est pas parce que on est fainéant ou que nos cerveaux ne veulent pas qu'on n'agit pas, par quel bout on peut prendre les choses? Vous avez évoqué tout à l'heure l'idée qu'il fallait plus de transparence, plus de compréhension dans les messages qui étaient portés autour de la crise climatique. Alors je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire. Donc je vais le prendre en plusieurs étapes. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être un des plus gros freins à l'action climatique, c'est simplement de se dire que agir peut avoir un coût social parce qu'on n'est pas tout seul. Enfin, on sait tous qu'on est un tout petit pion dans un énorme système, et que même si soi-même on réduit notre empreinte carbone, que c'est une goutte d'eau dans un océan et que ça peut être très démotivant. Et donc la première chose qu'on peut faire, c'est tout d'abord d'essayer d'identifier quels sont les leviers qu'on a qui sont peut-être un tout petit peu plus systémiques. Quelles sont les pistes d'action où en fait on a un mot à dire qui va dépasser juste soit son petit précaré,
Et donc ça peut être notre rôle en tant que citoyen, bien sûr, via les institutions politiques. Ça peut être notre rôle dans une entreprise où on peut faire changer les politiques. Ça peut être notre rôle dans une communauté. Voilà, tout un rôle où on est un peu social. L'autre chose qu'on sait aussi, c'est que agir seul, c'est très démotivant, c'est très compliqué. Et donc, s'entourer de personnes qui agissent aussi, essayer de faire basculer la norme, ça peut être efficace, ça peut motiver dans la durée, et puis surtout, ça peut étendre le champ de l'impact de ce qu'on fait, parce qu'on n'est plus tout seul à agir dans un coin. Et est-ce que vous, dans votre travail ou dans d'autres études scientifiques, vous avez vu des exemples concrets qui peuvent inciter à l'action et qui marchent ? Oui, alors il y a plein d'études qui ont testé différentes choses avec plus ou moins de réussite pour favoriser le passage à l'action. Un exemple qui, je pense, qui peut être décliné de plein de manières différentes dans plein de domaines, c'est de changer les options par défaut. Donc il y a une étude qui s'est intéressée au choix d'options par défaut dans la consommation d'énergie, où en fait, pour la plupart des gens, par défaut, ce sont les énergies qu'on peut appeler grises, donc un mix de charbon, gaz, etc. Alors en France, c'est plus le nucléaire, mais dans d'autres pays, c'est plus important. Et si on veut de l'énergie verte, si on veut de l'énergie renouvelable, eh bien, il faut faire une démarche pour demander de changer son type de consommation énergétique. Et donc, dans cette étude qui avait été réalisée en Allemagne, ils se sont rendus compte que s'ils changeaient la manière dont c'était fait, en fait, par défaut, tout le monde avait l'énergie renouvelable. Et si on voulait l'énergie grise, alors il fallait faire la démarche. Eh bien, beaucoup plus de gens restaient avec l'énergie renouvelable. Parce qu'en fait, faire une démarche en plus, ça nous embête. Et même si on préfère l'énergie renouvelable, s'il faut faire une démarche pour le faire, on va pas le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, ils ont fait un troisième cas de figure où il n'y avait pas d'option par défaut. Dans tous les cas, les gens devaient choisir, devaient dire soit je veux de l'énergie grise, soit je veux de l'énergie verte. Et dans ce cas, sans option par défaut, on n'avait pas orienté les gens vers l'énergie grise, eh bien, beaucoup plus de gens choisissaient l'énergie renouvelable. Donc moi, j'aime bien faire ce jeu un peu dans mon quotidien, de me dire, en fait, c'est quoi toutes les options par défaut, entre guillemets, qui ont été précochées et qui demandent une démarche supplémentaire pour avoir l'option écologique. Et donc maintenant, je sais pas, que ce soit à un niveau très anecdotique avec mes amis, quand on part en week-end, etc., c'est par défaut, l'option, c'est de prendre le train, de manger végétarien, etc. Et si quelqu'un se déclare et veut se battre pour qu'on mange de la viande ou qu'on fasse autre chose, eh bien, ils peuvent le faire. Et puis, je vais peut-être citer un autre exemple, alors plutôt sur de l'action, pas de consommation, mais d'activisme. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur comment amener les individus à s'intéresser ou à devenir activistes pour le climat, à s'engager dans des actions collectives. Et ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de gens, en fait, ont envie de s'engager, mais ne comprennent pas comment faire, ne savent pas par où commencer, parce que l'activisme, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on convainc une grande banque d'arrêter de financer des grands projets pétroliers ? Et là, en informant, en fait, sur comment fonctionne une banque et quel peut être l'impact de l'action individuelle, qu'est-ce qu'on peut faire, donc vraiment mieux informer sur les conséquences de l'impact individuel, eh bien ça motivait beaucoup les gens à passer à l'action. Donc de dire, voilà, si, 300 personnes envoient un email à BNP Paribas pour exprimer leur mécontentement, en fait, dans les processus internes de BNP Paribas, ils sont obligés de prendre cette réclamation en compte, ils sont obligés d'en parler. Et donc, envoyer un email est efficace. Et de rendre ça visible, eh bien, on a vu que ça pouvait vraiment motiver le passage à l'action. Oui, mais est-ce que ça apparaît pas un peu minuscule pour un certain nombre de gens de dire, je vais faire changer une règle dans ma copropriété, le menu des cantines, de la cantine scolaire de mes enfants ou de mon boulot? Est-ce que du coup, ça semble pas ridiculement petit par rapport à l'ampleur de la crise climatique? Tout est ridiculement petit face à un problème aussi grand, mais ça c'est un peu le propre de l'action publique et des problèmes qui sont systémiques. Enfin, c'est la même chose quand on se dit on veut s'attaquer au problème des inégalités sociales, qui est mon autre sujet de recherche. Eh bien, on peut se dire en fait, à moins de prendre tout l'argent du monde et le redistribuer de manière égale une bonne fois pour toutes, ça va jamais rien changer. Et tout le reste, essayer de un peu changer le système d'admission des universités pour qu'il soit plus égal, essayer de un peu changer le parcours d'inscription aux garderies pour que les femmes défavorisées y aient aussi accès. Mais tout ça, c'est des gouttes d'eau dans l'océan et ça ne va jamais rien changer. Mais bon, c'est les outils qu'on a et il faut bien commencer quelque part. Et il y a quand même certaines personnes, il y a certains endroits où parfois on sous-estime le pouvoir qu'on a sur le système. Et en fait, on a tous à notre échelle un endroit où en fait on a un petit peu de pouvoir. Et tout ce qu'on peut faire en tant qu'individu, c'est essayer d'exploiter cet endroit.
Est-ce que faire peur, ça marche? Parce que je vois bien que dans les ressorts autour de la crise climatique, il y a, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, les gens qui se rendent pas compte à quel point un monde à 4 degrés, c'est un monde qui est invivable. Mais pour autant, et nous on le voit bien, y compris en tant que journaliste, écrire tous les jours c'est la catastrophe qui vient, c'est pas forcément le truc le plus mobilisateur. Est-ce que vous, dans vos recherches, vous voyez que la question de la peur, c'est plutôt quelque chose qui rebute les gens à l'action ou au contraire qui les incite? Alors oui, c'est une question qui revient tout le temps, moi, qu'on me pose énormément sur est-ce qu'il faut faire peur ou est-ce qu'il faut donner espoir. Alors il y a tout un volet de la recherche qui s'intéresse à ça et qui a identifié ce concept assez intéressant qu'on appelle l'impuissance apprise. Et donc qu'est-ce que c'est l'impuissance apprise? C'est faire face à un danger répété, mais sur lequel on n'a aucun moyen de se protéger. Et donc, c'est un concept qui a été une théorie qui a été développée par un chercheur américain, Martin Seligman, qui a identifié dans les années 70 ce concept, et donc qui montre, le problème c'est si on fait peur, mais qu'on dit aussi ça sert à rien, on peut rien y faire, eh bien on place les individus dans une situation d'impuissance apprise, où ils se disent, dans tous les cas ça sert à rien, il vaut mieux que je conserve mon énergie pour autre chose, et donc je ne vais pas agir. Et donc le mécanisme de la peur, s'il n'est pas accompagné par par un discours de il y a des choses qu'on peut faire, eh bien il peut geler les individus. Et donc la question c'est pas tellement est-ce qu'il faut faire peur ou pas peur, c'est on peut alerter sur les dangers, mais il faut en même temps alerter sur les solutions. Il faut en même temps faire ce travail sur il y a des choses qui servent à quelque chose, parce que c'est un peu comme si votre médecin vous disait voilà, vous avez une maladie extrêmement dangereuse et puis il n'y a rien à faire. Vous allez rien faire en fait. Et puis vous allez probablement être extrêmement déprimé, extrêmement anxieux de cette maladie. Mais si votre médecin vous dit, vous êtes atteint d'une maladie extrêmement grave, tout ça comme danger, mais ça va vous demander de l'effort, mais il y a peut-être ça et ça que vous pouvez faire, il y a de fortes chances que vous soyez un peu plus motivé. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit que là, il y a une forme de consensus qui se dégage quand même sur l'objectif, oui. Celui de dire, il faut atteindre la neutralité carbone, il faut baisser nos émissions de gaz à effet de serre, tout ça. Beaucoup de gens, pas tous, mais beaucoup de gens pensent ça, mais par contre, le chemin pour passer, comme vous disiez tout à l'heure, de ce point A à ce point B, là, il n'y a pas de consensus sur le chemin qu'on doit emprunter, les solutions qu'on doit suivre. Vous, qu'est-ce qui, dans vos recherches et votre réflexion là-dessus, vous donne quand même de l'espoir que c'est possible? Ce qui me donne de l'espoir, c'est que dans le rapport du GIEC, dans le travail d'énormément de personnes, il y a de plus en plus ces chemins qui se dessinent de comment est-ce qu'on passe d'un monde basé sur les énergies fossiles aujourd'hui à un monde qui n'est plus basé sur les énergies fossiles demain. On commence à voir des trajectoires, c'est pas facile. Et la question dont il faut parler, c'est que du niveau de vie, on n'aura pas le même niveau de vie, en tout cas pas tout de suite, sans carbone. C'est pas possible. On n'a pas. On n'aura pas le même niveau de vie tout de suite. Peut-être qu'à terme, on arrivera à récupérer. Et ça, c'est très compliqué de passer d'un niveau de vie élevé à un niveau de vie moins élevé. Mais il faut le faire collectivement. Il faut trouver les bonnes manières de le faire pour que ce soit le moins douloureux et le moins coûteux possible. Mais c'est possible. Il y a des chemins de décarbonation. Alors, je ne vais pas vous laisser repartir sans vous demander comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Déjà, vous, qu'est-ce qui vous pousse ou vous a poussé à un moment donné à agir sur cette question-là? Si je retrace un peu mon cheminement de prise de conscience écologique, je pense que comme beaucoup, j'ai pu être exposée assez jeune moi, je me souviens la première fois que j'ai vu Une vérité qui dérange de Al Gore, je pense que j'avais 13 ans ou 14 ans et ça a été un peu ah oui, il y a un problème systémique, etc. Puis j'ai eu un parcours d'engagement qui a vraiment... Au début, j'avais fait une école de commerce et donc je pensais, le business, ça peut tout régler, etc. J'ai travaillé dans un fonds d'investissement dans les énergies fossiles et là je me suis dit, ah non, le secteur de l'économie va pas changer tout seul. J'allais aux plus grandes conférences de pétrole et gaz des États-Unis, non, c'est pas un système qui change spontanément parce que les règles du jeu ne sont pas faites pour qu'on change dans cette direction. Et donc là, ça m'a emmené plutôt vers les politiques publiques, vers l'économie. J'ai fait un master en économie où je me disais, il faut étudier la taxe carbone, etc. Et puis, crise des gilets jaunes, on se dit, en fait, même un bon outil de politique publique, s'il n'est pas acceptable, eh bien, il peut pas, il est inefficace. Et de là, je suis partie vers les sciences cognitives où je me suis dit, qu'est-ce qui rend les choses acceptables? Qu'est-ce qui fait qu'on se mobilise? Et donc, ça a été mon parcours à moi. Et avec, en parallèle, dans ma vie personnelle, un parcours qui a été avant beaucoup plus sur les gestes individuels de réduction de son empreinte carbone. Et de plus en plus ces dernières années, de se poser la question de quels sont
d'autres actions plus systémiques, plus militantes, qui peuvent changer la donne. Et donc maintenant, je passe beaucoup plus de temps à écrire à des élus, à aller challenger certaines normes dans les institutions pour lesquelles je travaille. Et est-ce que vous avez changé des choses dans vos habitudes alimentaires ? Oui, un certain nombre de choses que j'ai changées. J'ai réduit énormément ma consommation de viande, mais je suis très très loin des 2 tonnes par personne et par an. Et je trouve ça effectivement dur de demander un changement seul, de se mettre contre le système. Ça, je trouve ça très compliqué. Moi, je trouve ça très coûteux de changer toutes mes habitudes dans un environnement qui change pas. Mais par contre, là où je trouve que c'est plus facile, en tout cas pour moi, je pense que c'est une question aussi de psychologie personnelle, de groupe social, etc. Moi, je trouve ça beaucoup plus facile de s'attaquer à des normes dans des institutions, etc. Par exemple ? Par exemple, je trouve ça plus facile de dire à Sciences Po que je ne prendrai jamais l'avion pour donner cours. Que ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je ne le ferai pas. Et d'aller challenger, de dire, voilà, avec mes collègues, comment est-ce qu'on reste un labo de portée internationale sans faire venir par avion plein de chercheurs dans notre labo ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer ça ? Ça, c'est quelque chose où pour moi, ça me semble plus naturel de m'engager là-dedans et qui, je pense, a un impact aussi important que dans mon style de vie personnel. Est-ce que il y a une œuvre de fiction, un livre, un film, une bande dessinée qui vous a particulièrement inspiré sur ces questions-là et que vous aimeriez partager ? Alors, je citerai 2 choses. Premièrement, une œuvre précise qui est alors en français, je pense que c'est le Ministère du Futur ou le Ministère pour le Futur de Kim Stanley Robinson, un auteur de fiction américain qui voilà, imagine comment serait gérée la crise climatique je pense que ça commence en 2030 ou en 2040, je sais plus, et où un ministère de la gestion de la crise climatique est créé. Et j'aime énormément ce livre parce que je pense qu'il est très, très fourni, très documenté. C'est presque pas de la fiction, c'est presque juste une description de ce qui pourrait se passer. Et c'est un outil formidable que moi, parfois, j'utilise en cours avec mes étudiants, où je leur fais lire le premier chapitre qui décrit une vague de chaleur extrêmement mortelle en Inde et qui, je trouve, en fait, rend réel, en fait, qu'est-ce que c'est que de mourir de chaud. Et je trouve que pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais vécu ça, qui imaginent même pas que c'est possible, ça rend ça très très réel. Et l'autre chose que je citerai, alors c'est pas une œuvre précise, mais c'est plutôt un courant qui est, peut-être vous en avez déjà entendu parler, le solar punk, qui est un courant d'abord architectural, mais qui est un courant aussi artistique, littéraire, qu'on pourrait même qualifier de politique aujourd'hui, qui s'intéresse à comment réorganiser la société, réorganiser le tissu humain, les villes, etc., dans un monde décarboné. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que en tout cas moi je trouve que les images sont très belles et ça donne envie. Moi je rêverais de vivre dans une ville solarpunk où tout est décentralisé, où on garde un peu de technologie mais pas trop, et où il y a de la nature partout. Et ça j'aime bien parce que c'est une vision du monde qui me donne vraiment envie. En fait, même s'il n'y avait pas de crise climatique, j'aurais quand même envie de vivre dans un monde solarpunk. Merci Mélusine Boonfaleur. Merci beaucoup. Je retiens beaucoup de choses de cette discussion avec Mélusine Boonfaleur. Le premier point, et en fait j'y avais jamais vraiment pensé, c'est que parler des actions qu'on mène pour le climat, c'est important. Qu'on décide de devenir végétarien, d'organiser une vente de vêtements de seconde main dans l'école de ses enfants ou de rénover son logement, en fait c'est parce qu'on en parle au plus grand nombre qu'on a un impact sur les normes sociales. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait pas en rajouter pour pas passer pour le lourdingue de service qui casse l'ambiance dans les soirées. Il faut sûrement trouver le ton juste, pas être moralisateur ou donneur de leçons. Mais c'est intéressant de voir que ça peut avoir une influence en fait déterminante sur nos voisins, nos amis, nos collègues de boulot ou notre entourage. D'ailleurs, Mélusine Boonfaleur explique bien que ces actions ont encore plus d'impact si elles sont menées en groupe. Ça me fait penser à ce que disait déjà la pédopsychiatre Lélia Benoît dans l'un des premiers épisodes de Chaleur humaine. Agir collectivement, c'est le meilleur moyen de ne pas déprimer. Et de fait, c'est aussi la meilleure manière de pousser d'autres à agir et de sortir de l'inaction. Finalement, c'est comme quand on apprend une chorégraphie qu'on veut danser en groupe. Au début, c'est super pénible, on n'y arrive pas du tout, mais ça finit par être drôlement gratifiant et super efficace. Le deuxième aspect, c'est cette question du cerveau. J'aime bien la vision de Mélusine Boonfaleur parce qu'elle n'oppose pas ce qui se passe dans la société et ce qui se passe dans nos têtes. Au contraire, ce sont bien les normes sociales, la manière dont fonctionne la société dans laquelle on vit qui nous poussent à agir ou non. Et ce sont les préférences de nos cerveaux qui nous rendent plus simples ou plus difficiles les choix que nous avons à faire. Moi, j'en tire quelque chose d'assez constructif. On sait que les choses ne dépendent pas seulement de nous, mais qu'elles dépendent aussi de nous. Ce qui veut dire que, sans naïveté, on peut essayer de toucher des choses qui sont à notre portée, sans opposer les gestes individuels et les actions collectives.
Ça me fait penser à ce que disait la prix Nobel d'économie Esther Duflo dans ce podcast il y a quelques mois, en disant que si on s'attaquait à la question climatique comme à une grande question immense, on n'arrivait à rien. Mais que si on découpait le problème en plein de petits morceaux, ça devenait atteignable. Encore une fois, ça résout pas tout, mais ça laisse une place pour l'espoir et l'action, et ça c'est chouette. Le troisième élément que je retiens de cet épisode, c'est que les gens qui communiquent sur la question climatique, et moi y compris, en fait, on n'est pas assez clair. Moi aussi, je dis tout le temps que, attention, il ne faut pas dépasser les 2 degrés et qu'une France à 4 degrés, c'est invivable. Mais ce que dit Mélusine Bounfaleur, c'est qu'en fait, ces formules, elles sont incompréhensibles pour la plupart des gens. C'est la même chose quand on parle de neutralité carbone ou qu'on parle des millions de tonnes de carbone qu'on émet, tout ça, en fait, c'est des notions qui sont trop floues et trop lointaines pour la plupart des gens. D'ailleurs, si vous avez des meilleures idées de formules que celles que je rabâche ici à longueur d'épisode, vous êtes bienvenus pour me les envoyer à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. On verra, peut-être qu'ensemble, on va pouvoir faire évoluer notre langage et notre capacité d'action. Un point quand même avant de partir. J'entends bien le message de Mélusine Bounfaleur quand elle dit qu'il faut insister plus sur les solutions que sur le constat. Et ça, c'est une discussion qu'on a souvent à la rédaction du Monde et dans beaucoup de rédactions. Parce que quand on est journaliste, on parle plutôt des trains qui n'arrivent pas à l'heure. On est un peu construit comme ça. Et pendant longtemps, je dois dire que j'ai regardé avec un peu de mauvais esprit et pas mal de méfiance le journalisme dit de solutions. Avec la crainte qu'en fait, ce soit toujours des solutions un peu minuscules qui concernent 3 types dans leur garage, ou bien que ce soit de la communication un peu idiote de boîtes qui veulent grappiller des fonds publics. Je me suis depuis rendu compte que c'était une vision des choses très insuffisante et qu'il y a encore du boulot de ce côté-là pour Chaleur Humaine et pour beaucoup de mes collègues journalistes. Là aussi, je suis heureux d'entendre vos pistes de solutions ou les expériences de terrain dont vous pensez qu'il faudrait les raconter avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et tout ça, comme toujours, vous pouvez l'écrire à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de la saison 6 de Chaleur Humaine. Cet épisode a été produit par Cécile Cazenave, réalisé par Solène Moulin et la musique originale est toujours celle d'Amandine Robillard. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui va changer un tout petit peu dans la forme. Cette fois, elle va durer bien plus que 10 épisodes, mais ils seront publiés tous les 15 jours, toujours le mardi. Et je suis aussi très fier de vous dire que le premier Festival des idées Chaleur Humaine aura lieu à Paris le 14 décembre au Théâtre de la Ville, avec une dizaine d'invités qui sont déjà venus dans le podcast et qui viendront cette fois proposer des idées et des solutions concrètes pour réussir la transition. Si vous voulez en savoir plus et même vous inscrire, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur la rubrique Atelier du site du Monde, ça s'appelle Le Monde Atelier. J'en profite pour vous dire que Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre gratuite dans laquelle je réponds chaque semaine à des questions sur la transition climatique. Et d'ailleurs, ça existe aussi en livre aux éditions du Seuil. Vous pouvez le trouver encore dans toutes les bonnes librairies. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie d'agir ou à l'inverse de vous lever dans votre canapé, ou bien parfois les deux à la fois, ce qui m'arrive quand même assez souvent. Comme toujours, vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et votre meilleure recette de gratin de légumes gourmands aux champignons pour se préparer aux mois à venir à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. D'ailleurs, si vous en avez marre des emails, vous pouvez m'écrire par courrier au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application favorite, vous pouvez le partager à vos amis ou ajouter des commentaires et des étoiles. Je vous laisse avec un peu de Mars Attacks, le film est de Tim Burton et la musique de Danny Elfman, j'adore. Merci pour votre écoute et bravo, un immense bravo d'être de retour et d'être resté jusque-là. À bientôt.